On enchaîne avec la table ronde documentaire et je vais appeler sur scène mes charmants intervenants, j'ai envie de vous dire, que je vais introduire aussi. Alors, une fois n'est pas coutume, commençons par le seul homme de cette table ronde, Marc Edwards, anciennement chez Arte France, on y était. Il est depuis 2021 responsable des documentaires de long métrage dans plusieurs pays européens pour Netflix. Hop. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Oui, on peut l'applaudir. On a chauffé un peu les sièges, si vous voulez. Hop là. Ensuite, merci d'accueillir Julie Griveaux, directrice adjointe des documentaires depuis 2019 à France Télévisions. Muriel Ménard, productrice depuis 2005 pour Agathe Film ex nihilo. Elle a notamment produit les films de Sébastien Lipschitz, Adolescente, Casa Susana ou encore Petite fille. Chloé Lecci Lopez, qui, après des études de cinéma et un passage à l'école des hautes études en sciences sociales, a intégré le studio 34 de l'atelier de création du collectif La Clé Revival, dont elle est ressortie avec le film. Je ne vais pas me tenter sur le titre, je vais faire une erreur, un massacre d'italien. Vous pouvez donner le titre Ah, il ne veut pas. Posto Gioia Mia. Voilà, je ne vais pas le relancer. Voilà. Et elle prépare en ce moment un nouveau long métrage. Et last but not least, Laure Tarnot, qui en 2021, après avoir été secrétaire générale de l'agence du court métrage puis du festival Côté Court, est devenue secrétaire générale du festival du cinéma du réel. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Alors n'hésitez pas à prendre le micro et le rapprocher. Tout le monde a un micro ? Dites oui si c'est le cas, ou dites bonjour si c'est le cas. Oui. Bonjour. Bonjour, très bien, ça marche alors. Pour commencer, je vais vous poser la même petite colle qu'à Gilles Fraissinet, voir si vous avez été très attentif pendant cette présentation de l'étude. Mais plus globalement, voilà, est-ce que ce que vous avez entendu sur cette étude vous a surpris, vous a interrogé, vous a donné des pistes de réflexion? Qu'est-ce qui vous a marqué sur l'étude qu'on a eue tout à l'heure, si vous étiez déjà présent? Parce que ça, c'est une autre histoire. Très bien. Je suis désolée, j'ai pas pris connaissance de l'étude. Ah oui, parce on arrive comme on peut, quand on peut, donc il n'y a pas de souci. Donc on parlait oui. Oui, je crois que je rebondis un peu aussi sur ce que disait Gilles, c'est la diversité des centres d'intérêt, des écritures, et sur un panel d'âge qui est vraiment très très large, parce qu'entre 11 ans et 24 ans, il y a un gouffre abyssal sur les centres d'intérêt, sur la manière de regarder, l'influence des parents, puis après la construction de la personnalité. Et donc, c'est vrai que le documentaire pour les collégiens est quand même un sujet... en tout cas à creuser, parce qu'aujourd'hui, je pense que pour un collégien, effectivement, c'est plus de la réalité ou des films vus avec les parents que de vraiment identifier un documentaire à proprement parler. Bon, donc on va peut-être creuser l'idée du documentaire en télé-réalité. Moi, je suis pas contre. Oui. Non, moi, j'avoue que j'étais assez agréablement surprise. Je pensais pas que les jeunes regardaient autant de documentaires. Je m'étais fait un peu une idée, un peu... je sais pas, complètement préconçue. Donc, je trouve ça assez rassurant. Et de voir aussi qu'ils regardent des unitaires. Pareil, j'étais assez surprise que ça marche, quoi. Donc voilà, après, les documentaires pour la jeunesse, ça, c'est encore un autre débat, comment on les anticipe, comment on les imagine. Mais c'est vrai que j'étais agréablement surprise. Donc, Marc, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je pense que le point qui m'a intéressé le plus, c'est qu'il y avait plusieurs verbatim où les interviewés parlaient de l'importance d'affiner son point de vue, que le documentaire leur laisse la place pour avoir leur point de vue, que c'est un lieu de réflexion aussi. Je pense que nous, chez Netflix, on s'adresse à un public assez général. On n'a pas de public cible. Mais on se pose beaucoup la question, quelles histoires vont interpeller des jeunes gens, quelles écritures vont s'approcher des univers dans lesquels ils baignent, qui sont beaucoup dans le numérique. Il y a beaucoup d'histoires qui se déroulent entre les réseaux et la réalité. Et je pense notamment, vous avez cité... Angèle, d'une part, qui est une figure de la scène franco-belge, mais aussi Shiny Flakes, qui était un film assez novateur pour nous dans la forme, parce qu'il proposait de mettre en scène
ce crime, un garçon qui invente un trafic de drogue de sa chambre. Et ça jouait aussi avec les codes un peu à la Lars von Trier, Dogville, où on voit le dispositif dans lequel le garçon a grandi, a vécu et a sévi, où il a créé son système. Il y a une sorte de mise en abîme où on voit que c'est fait en studio et qu'on joue avec le quatrième mur qui s'efface. Et donc c'est intéressant de voir que des jeunes spectateurs sont attirés aussi par des formes nouvelles et des histoires qui les interpellent là où ils habitent, en ligne et dans la réalité. C'est ce qu'on va explorer aussi au sein de cette discussion, de ce table ronde, voilà, j'avais plus du tout le mot. Mais pour commencer, je me tourne particulièrement vers vous, Marc, Julie et Laure. Je vous poserai aussi la question, Muriel et Chloé, mais quel type de public vous constatez déjà sur vos offres documentaires? Donc, par exemple, sur France.tv, enfin sur France Télévisions, d'ailleurs, pas que France.tv, il y a les chaînes de télé, il y a la plateforme, et voilà, quel type de public, de manière générale, vous voyez, et en fonction de quel écran? Alors c'est un écosystème, tout ça. Les chaînes linéaires, bien entendu, c'est un public un peu plus âgé. La plateforme est un public plus jeune et les chaînes de réseaux sociaux sont encore plus jeunes. Donc ça dépend vraiment, mais on arrive à jouer une complémentarité. Et c'est ça qui est pour nous assez intéressant, c'est que certains documentaires, puisque nos chaînes, notamment on a une chaîne dédiée au jeune public qui est Slash, avec une écriture très particulière pour ce public-là. Mais on voit que l'intérêt d'avoir ce groupe avec toutes ces antennes possible, c'est de pouvoir à la fois faire un documentaire spécialement à destination d'un public jeune, mais pouvoir, le cas échéant, le proposer à un public beaucoup plus large. Et on l'a fait dernièrement avec un documentaire qui s'appelle Première danse sur Antoine Dupont, qui a été lancé pour Slash, donc qui était à partir de 6h du mat lancé, et qui a été diffusé sur France 2 en deuxième partie de soirée, après le match France-Namibie, et en fait qui a réuni, alors je suis nulle en chiffres, alors j'ai des petits penses bêtes, mais qui a réuni, je crois, 17% de parts de marché. Il y avait 1,4 million de téléspectateurs. En gros, 1,4 million, c'est, on traduit souvent en Stade de France, nous, nos audiences, et c'est un peu plus de 17 Stades de France. Donc c'est énorme, en fait. C'est un très grand public, très large pour le documentaire. Et j'ai envie de dire, tous les âges et tous les publics se retrouvent. Faut savoir que sur France Télévisions, sur la plateforme, on a fait un petit exercice hier suite à la conversation qu'on avait eue toutes les deux, mais on a actuellement un tout petit peu moins de 5000 documentaires disponibles sur France.tv. Donc c'est juste énorme, en fait. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Maintenant, il faut s'y retrouver. Il faut savoir ce qu'on cherche peut-être un petit ça. peu. Ouais. Marc, donc, quel type de public on va retrouver sur Netflix? Je pense que la moyenne d'âge de nos spectateurs, de nos abonnés, est 10 à 15 ans plus jeune que les services publics France Télévisions et Arte. Et TOC. C'était un petit... Non, ça évolue avec le temps. Non, ça évolue. Ce qui est très intéressant, c'est que notre public nous suit dans les âges et vieillit avec nous aussi, déjà. C'est assez étonnant d'y penser, mais j'ai regardé un peu ce matin. Voilà, nous, on fait du documentaire depuis 10 ans, des originaux. Je pense que le documentaire, et si on voit le succès récent de l'affaire Bettencourt, a une petite tendance à s'adresser à un public CSP+, et un peu plus âgé par rapport à la moyenne de notre service. Cela dit, on a des nouvelles initiatives assez importantes dans le sport, par exemple, où on s'est rendu compte qu'avec Drive to Survive ou The Last Dance sur Michael Jordan, il y avait une écriture qui se dessinait, des histoires en coulisses de sagas autour du monde sportif. Donc on a essayé un peu de transposer cette écriture en France avec la série sur le Tour de France, qui est suivie par ma collègue Dolores Emile.
Et on cherche aussi avec chaque proposition de série ou d'unitaire documentaire a dit quels sont les publics qu'on peut réunir et est-ce qu'il y a des éléments dans l'histoire qui est souvent forte et singulière, est-ce qu'il y a des éléments dans l'histoire qui peut inviter une personne plus jeune à venir dans cette histoire-là, une personne plus âgée, une mère, une fille, etc. Donc on regarde la force de l'histoire qu'on a devant nous et on cherche l'écriture la plus invitante, quelque part, et la plus novatrice pour lui donner vie. Et Laure, au sein du cinéma du réel, est-ce que vous avez vu une évolution des publics? Comment ça se présente au festival? Alors, donc Cinéma du réel, ça existe depuis 45 ans, 46 bientôt. Donc c'est un festival voilà, qui est très bien installé et dont la caractéristique du public, c'est en grande partie sa fidélité. Donc ce qu'on peut observer, ce qu'on a observé au cours des années, c'est qu'il y a eu, disons jusqu'à 2012, un vieillissement du public, c'est-à-dire les premiers spectateurs ont continué à venir, donc ça c'est un point très positif, la fidélité bien sûr, mais tout le débat, tout l'enjeu c'est de garder les fidèles et en même temps conquérir des nouveaux venus. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est assez satisfaisant parce que en fait on a des études qui sont faites sur le public de cinéma du réel assez régulièrement, et depuis 2012 ça s'est vraiment stabilisé, ça veut dire qu'on a réussi à faire venir de nouveaux venus. Et donc, aujourd'hui, alors pareil, j'ai pris mes anti-sèches, on a 58% du public qui a moins de 45 ans. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez positif. Et ce qu'on peut dire également, sans juste parler de cette question d'âge, c'est le public de cinéma du réel est assez féminin. En fait, je crois qu'il y a 60% du public qui est composé de femmes. Et c'est aussi un public dont la première motivation qui est citée parmi nos études, c'est les gens viennent pour des raisons soit professionnelles, soit de formation. La deuxième raison, c'est pour la fidélité au festival. Et donc, ça veut dire que, en fait, ce que je veux dire, c'est que Cinéma du réel est aussi un festival assez professionnel, où, et dans ce qu'on dit professionnel, il y a les gens qui sont déjà installés et puis les nouveaux entrants. Et ça, c'est pour nous, la question du renouvellement du public passe beaucoup par cette question des nouveaux entrants, d'attirer en fait soit des étudiants, soit des gens qui viennent de terminer leurs études et qui se lancent dans la vie soit de cinéaste documentariste ou producteur, etc. Donc je pense qu'on y reviendra plus tard. Exactement. Vous êtes dans mon esprit visuellement, Laure. Muriel, quand vous produisez les films, notamment, j'ai cité Sébastien Lifshitz, mais il n'y a pas que lui, mais est-ce que vous savez qui regarde vos films? Des gens, déjà, mais... Non, mais en fait, nous, je sais pas, mais en tant que producteur, moi, je me pose jamais... Posez pas la question de qui? Non, de l'âge. De l'âge. Non. On essaye, et Sébastien on en a parlé hier. Sébastien, j'espère et je crois qu'il touche à peu près tout le monde parce qu'il a cette qualité-là de faire des films très romancés. Je vous disais hier, c'est le Douglas Sirk pour moi du documentaire, quoi. Très beau compliment. Voilà, il a cette générosité-là et ses histoires sont universelles. Il n'est pas du tout... donc je me pose jamais la question de l'âge. Mais sur tous les films que je produis d'ailleurs, j'essaye de produire des belles histoires, des histoires fortes, originales, mais je me dis pas, tiens, ça c'est plutôt pour les 15 ans. J'ai fait une tentative une année avec Arte, on avait développé avec un réalisateur que j'adore qui s'appelle Andrés Jarac, une collection qui s'appelait Le Club des métiers bizarres. Et là, on se disait, bon, là, on avait un peu fléché la jeunesse. Bon, ça s'est pas fait. Donc voilà. En tout cas, je raisonne pas comme ça, moi, en fonction de l'âge. Et Chloé, quand... Ok, cette fois-ci, le micro va marcher, donc vous pouvez retenter le titre de votre film. Tutto a posto gioia mia. Ouais, vous le dites tellement mieux que moi. Quand vous faites ce film-là, est-ce que vous savez à peu près qui... Déjà, est-ce que vous pensez à qui va regarder votre film? Au départ, pas vraiment. Le personnage principal, Giulio, il m'a demandé tout de suite est-ce que le film il allait être sur Netflix. Et je me suis rendu compte que
Dans mon premier film, et là le second que je suis en train de tourner en ce moment, tous les jeunes que je filme, que ce soit dans la banlieue de Catane ou que ce soit dans la campagne perdue en Galice, tout le monde a Netflix. Et du coup, à chaque fois, je suis un peu déçue. Enfin, je les déçois un peu parce que, évidemment, je leur promets pas que le film va être sur Netflix. Et du coup, j'essaye de leur expliquer que c'est un film qui, je sais pas vraiment où est-ce qu'il va aller, je sais pas qui va pouvoir le voir. Et surtout que le premier film, on l'a fait, enfin, c'était une autoproduction, on l'a fait avec la résidence de la Clé, du Studio 34. Et le but, c'était pas vraiment Le but, c'était de faire un film de la façon la plus libre possible, sans respecter de calendrier, sans respecter de format. Et du coup, moi, ce que je voulais, c'était que le film soit accessible et que ma grand-mère, comme mon petit cousin, puissent le regarder et l'apprécier. Mais évidemment, vu qu'on n'avait pas anticipé la vie du film, la diffusion, en fait, et je pense que ça m'a servi aussi parce que ça m'a permis de faire le film que je voulais faire. Et la question, je sais plus. C'était ce que vous aviez pensé justement à qui pourrait le regarder, mais en fait vous y avez répondu en disant que autant votre grand-mère que votre petit cousin pouvaient le voir. Juste peut-être parce que tout le monde ne l'a pas vu, est-ce que vous pouvez rappeler de quoi parle votre long métrage ? Donc le film, en fait, c'est tourné en Sicile, là où vit ma famille paternelle. Et en fait, j'ai commencé à enregistrer les conversations téléphoniques avec mon père à partir du moment où il est rentré en prison. Donc lui, c'est un peu comme le cliché du gros mafieux sicilien qu'on peut voir dans les films. Et du coup, je retourne en Sicile comme chaque année. Cette fois, je filme ma famille et je rencontre un jeune de 18 ans qui s'appelle Giulio, qui a grandi dans le même quartier que mon père. Et grâce à lui, je vais essayer d'explorer la jeunesse de mon père et pourquoi le chemin de la délinquance. Donc voilà, on n'avait pas du tout... Oui, c'est sûr qu'on avait mis l'industrie de côté, on n'avait pas pensé à la diffusion, et c'est aussi ce que défendait la résidence, quoi. C'était de faire le film comme on veut le faire, pour justement qu'il y ait un renouvellement des productions, un renouvellement des regards. Et je pense que heureusement que ces espaces existent, et que si demain en fait on veut un renouvellement justement des productions, il faut que ça passe par ces petites poches de résistance à l'industrie qui permettent une avant-garde des productions et de la diffusion. Et justement je pense pas que l'industrie et ces espaces alternatifs doivent s'opposer, mais plutôt travailler ensemble. Et c'était plus ça. Enfin, on a fait le film de cette façon-là pour ça, en fait. Voilà. Et justement, pour continuer sur l'idée justement de nouveaux regards, de nouveaux talents du documentaire, je me tourne vers vous, Laure, parce que c'est quelque chose que à Paris Doc vous explorez aussi, d'aller trouver ces nouveaux talents. Oui, tout à fait. Alors, Paris Doc, c'est le volet professionnel de cinéma du réel qui existe depuis 2014 et qui s'enrichit un petit peu chaque année. On rajoute une pierre à l'édifice, et avec toujours cette idée d'aider en fait la profession à encourager les nouvelles écritures, les nouvelles productions, les nouveaux regards. Et je peux citer comme exemple, par exemple, le concours de court-métrage qui s'appelle Route One Doc, en hommage au titre du film, donc Route One. Et donc c'est un concours de court-métrage qui est ouvert aux jeunes diplômés, et on leur apporte après un soutien à la fois dans la fabrication et puis un préachat également. On a aussi créé l'année dernière des pitchs pour aider à la rencontre entre des auteurs qui ont un projet de film, qui ont cette particularité d'être des projets de film qui ont un aspect de recherche scientifique, pour les aider à trouver des producteurs. Et bien évidemment, dans Paris Doc, le programme phare, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les Works in Progress, où là, c'est des films qui sont en fin de montage, et on va en fait les montrer à des professionnels de la distribution, de la diffusion, pour les aider en fait dans leur parcours après, pour trouver le chemin vers une diffusion, qu'elle soit alternative, comme disait Chloé, ou un peu plus
grand public, ce qu'on peut aussi espérer. Voilà, donc c'est vrai que le renouvellement, pour nous, il passe aussi par là, beaucoup par l'aspect vraiment aider en fait les jeunes entrants. Et j'aimerais aussi citer, même si ça ne fait pas partie de Paris Doc, une programmation qui a été créée il y a quelques années qui s'appelle Première Fenêtre et où il s'agit de montrer en fait des tout premiers gestes documentaires. Donc ça, c'est très important pour nous parce que ça nous permet aussi d'être en phase avec les jeunes créateurs, d'autant plus que la programmation de cette section est faite par un comité de sélection étudiant. Donc il y a vraiment, c'est une sorte d'écosystème un petit peu qu'on a créé là. Voilà. Et Julie, vous me disiez aussi que justement les festivals pouvaient être, notamment pour France Télé, un moyen de repérer des nouveaux talents. Les nouvelles écritures, ça vous intéresse? En tout cas, les nouveaux talents vous intéressent? Oui, on a tous envie d'attirer des nouveaux talents, en tout cas que les talents aient envie de venir écrire, réaliser pour nos antennes. Et dans cette recherche de nouveaux talents, alors il y a les festivals, il y a aussi les festivals de courts-métrages, aussi documentaires, comme vous. Je ne sais pas si certains dans la salle étaient à la projection des 10 cours de Filme ton quartier, mais il y a une énergie, une puissance et certains cours, on les voit très bien sans rien perdre de leur originalité, de leur point de vue d'auteur, aller vers du long, en tout cas des vrais talents qui sont là. Et puis on a décidé aussi de s'ouvrir un peu à un monde qui n'est pas le monde premier du documentaire, mais qui est celui des vidéastes, en faisant une résidence d'écriture pour des vidéastes avec le Frame Festival, qui aura lieu fin février, pour accompagner justement ces vidéastes vers le documentaire, leur expliquer ce qu'est le monde du documentaire, parce qu'en me rendant au Frames l'année dernière, je me suis rendu compte que c'était quand même extrêmement hermétique. Voilà, déjà, il y avait très peu de producteurs de documentaires sur place, quelques-uns. Et en parlant avec les vidéastes, il y avait parfois une méconnaissance totale. Or, leur manière de raconter certaines histoires peuvent venir en doc apporter en tout cas quelque chose de nouveau, quelque chose de très original. Et on a décidé de faire cette résidence sur la notion de safe place, donc que ce soit de la série ou de l'unitaire, peu importe, parce qu'on est quand même persuadé, en tout cas pour nous, c'est vraiment notre guide, que c'est le projet qui va faire le format et pas le format qui va faire le projet. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord, Marc, c'est le projet qui va faire le format et pas l'inverse. Enfin, comment vous choisissez vos projets au sein de Netflix et même repérer des nouveaux talents? Est-ce qu'on peut venir frapper à la porte de Netflix et dire bonjour, j'ai une idée, est-ce que vous voulez bien me produire? Je rebondis sur quelque chose que Chloé a dit. Nous, on n'est pas très impressionnés par quelqu'un qui vient de nous dire « je veux faire un film pour Netflix ». Nous, ce qui nous intéresse, c'est un créateur, une créatrice qui nous dit « je veux m'adresser à un public et différents publics et je veux trouver l'authentique et proposer de l'authentique et l'original et tout ce qui est très, très singulier et faire en sorte que ça résonne chez ma grand-mère comme chez ma petite cousine. » Et je pense que c'est avec l'expérience de travailler avec beaucoup de créateurs différents que de plus en plus, côté fiction comme documentaire, on se dit on veut l'innovation et la création, mais vraiment au service des publics différents. Pour tout ce qui est exposition aux nouveaux talents et jeunes talents, moi j'ai participé à beaucoup de formations à l'INA, à l'USAS, à la FEMIS. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'il y a des jeunes réalisateurs, producteurs qui me contactent, qui me disent on s'est croisés il y a 5, 3, 4 ans dans ces formations. Donc ils sont dans l'écosystème aujourd'hui. Et nous, on est tout à fait prêt à prendre le pari d'un risque de suivre un jeune réalisateur, mais souvent, ça serait en couple avec un producteur ou une productrice plus chevronnée. On cherche toujours à trouver l'adéquation dans l'équipe où il y a l'idée forte, l'innovation et l'expérience. Et je regarde Muriel en parlant, je pense qu'on a tous les deux eu ces expériences
où un nouveau arrivant va apporter de la fraîcheur ou de l'authenticité ou une nouvelle façon de filmer. Mais l'expérience d'avoir accompagné beaucoup de films va rassurer à la fois le diffuseur ou la plateforme en l'occurrence, mais aussi faire profiter le créateur de l'expérience des choses qu'on rencontre, parce qu'on rencontre 1000 problèmes. En fait, faire des films, c'est hyper difficile. Hein. C'est un peu un miracle que des bons films existent. La dernière chose que je voulais dire, c'est en série documentaire, on a fait l'expérience de travailler avec beaucoup de monteurs, et comme nos films sont très, très travaillés en montage, on a de plus en plus de showrunners qui viennent du montage et qui ont envie de réaliser et d'expérimenter la narration sur 3, 4, parfois 5 épisodes. Et c'est vraiment un casse-tête fascinant, toujours. Il n'y a pas de formule. Chaque objet, série, documentaire est vraiment unique. On emprunte bien sûr des codes du storytelling de la fiction, mais on est toujours sur la matière qu'on a, sur la nature de l'histoire que l'on veut raconter, et trouver la forme la meilleure, la plus dynamique, la plus divertissante parfois. Après, les faits sont les faits, et on n'a pas le droit de jouer avec les faits. On se pose sur du journalisme sérieux, important. Souvent, on bénéficie des enquêtes qui sont déjà en place, et on cherche la façon la plus intéressante de rentrer dans cette histoire-là à travers un personnage principal, à travers une trajectoire fascinante, et en rassemblant tous les témoins de première main. Et aussi beaucoup d'archives inédites. Et si on voit nos succès, il y a souvent des perles de l'archive amateur, privée, etc. Voilà. Je me tourne vers Muriel parce que le regard était dirigé vers vous, visiblement. Pour revenir sur les jeunes auteurs, même, enfin, en tout cas le renouvellement des talents, comment on peut venir, pareil, frapper à la porte chez vous? Est-ce que, justement, qu'est-ce que vous voyez arriver plus régulièrement comme proposition, éventuellement, de documentaire? Je vais être très honnête, pas beaucoup. En fait, c'est vrai que moi, j'ai vachement de mal. Parce que je produis aussi de la fiction. Et en fiction, je ne sais pas pourquoi, je produis beaucoup plus de premiers films en fiction qu'en documentaire. Je sais pas, mais je les reçois pas. Hein. C'est pas que je dis non, c'est que je reçois pas de. Si je suis très honnête, je reçois pas. Alors après, moi, je travaille. C'est vrai, je travaille avec 5-6 réalisateurs très régulièrement. Sébastien Lifshitz en est un, mais lui, il est un peu à part parce que voilà. Mais je produis pas mal de films pour la télévision avec Julie notamment, etc. Et donc c'est sous des Priscilla Pizzato, des Florence Plattaret, des gens avec qui je travaille beaucoup. Mais je reçois pas de projet de premier film. Alors, je pense qu'il faut que j'aille faire un tour au réel. En vrai. Non, mais je suis sérieuse. Alors, est-ce que les gens se disent, mais non, mais... Enfin, j'en sais rien. Pourtant, vraiment, je lis tout. Mais je ne reçois pas de premier documentaire. Mais c'est bien, on crée des rencontres, en tout cas. Vous êtes bienvenus. Ouais, nous, on a des projets de premiers films, en tout cas de très jeunes réals, qui arrivent souvent par des jeunes sociétés de production aussi, en fait. Et donc, il y a cet écosystème qui se crée, qui est assez vertueux. Et on est très attachés à aller chercher des premiers, des deuxièmes films, à faire monter et accompagner. Alors, parfois, je suis d'accord, Marc, avec des producteurs plus chevronnés qui vont aider à éclore, et parfois avec un tandem nouveau réalisateur, nouvel auteur et nouvelle société de production, parce que c'est aussi pour nous une manière de les accompagner. Et puis parfois, il y a aussi des jeunes réalisateurs ou réalisatrices qui frappent à notre porte sans avoir de producteur. Là, on ne répond pas à chaque fois en disant on va essayer de vous trouver l'accompagnement d'un producteur, mais c'est arrivé parce qu'on croit beaucoup au projet et on se dit là, il y a un très bon projet de film. Comment on va faire pour qu'il puisse se faire, puisque nous, on a une obligation de travailler avec des producteurs indépendants, donc on ne va pas pouvoir produire nous-mêmes, et d'accompagner ces jeunes réals pour trouver quel est le producteur le plus adapté à faire éclore ce talent. Je ne sais pas si vous avez vu sur Slash Jouy, si t'es un homme de Lou Carénard, mais Lou, elle est arrivée, elle nous a envoyé un mail directement, elle avait un projet qu'elle avait presque déjà filmé et qui sur le fond était vraiment très très bon sur la jouissance masculine, mais qui sur la forme était
pas complètement sur la forme où on voulait aller. Ben voilà, on l'a accompagnée, on a beaucoup discuté avec elle. Et c'est Gwenaëlle Signaté qui, chez nous, fait un travail absolument extraordinaire d'accompagnement, justement, de ces jeunes auteurs, réalisateurs issus des concours de cours, ou quand ils arrivent comme ça, de les mailler, en fait, avec des producteurs qui leur correspondent. Parce qu'on voit aussi que s'ils arrivent avec un producteur avec qui le dialogue ne se fait pas, ou qui n'a pas forcément le temps, l'accompagnement n'est pas le même, et le film sera pas aussi bon qu'il pourrait être. Et je me tourne à vous, Chloé, parce que vous avez fait votre premier long métrage en autoproduction. Le deuxième, là, vous travaillez avec une productrice, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que quand vous préparez votre deuxième long métrage, vous êtes déjà en train de penser à il faudra rentrer dans... Enfin voilà, à quoi vous pensez par rapport à la diffusion, justement, de se dire, tiens, est-ce qu'il faut que je rentre dans un certain format pour pouvoir accéder à telle ou telle chaîne, à telle ou telle plateforme, ou non, c'est pas quelque chose qui là vous préoccupe pour l'instant? Est-ce que je peux lui poser une question juste par rapport Non, mais par rapport au premier, comment le premier long, vous l'avez fait en autoproduction parce que vous n'avez pas trouvé de producteur, ou parce que vous teniez à cette liberté absolue et vous vous êtes dit je préfère le faire seul? Parce que j'avais jamais fait de film et que j'avais aussi besoin d'un espace où j'avais confiance, où on allait me faire confiance. C'est difficile de faire un premier film. Moi, je me sentais illégitime. Et donc, c'était l'espace parfait. En plus, c'était un projet très intime où si jamais je voulais abandonner, je voulais pas de pression. Et puis ça s'est un peu fait comme ça, en fait. C'était un peu par le hasard des choses. Et je trouvais que pour ce film-là, c'était la structure parfaite. Pour ce qui est de ma productrice, donc c'est Julie Paratian de Sister Productions. Et non, du coup, j'ai la chance de pas devoir respecter, de pas avoir d'impératif. Pour l'instant, sur la forme, de s'adapter à une chaîne, on est vraiment on pense d'abord au film. Mais après, c'est comme ça aussi qu'on choisit ce producteur. Est-ce qu'on va être libre ou pas? Est-ce qu'on va devoir transformer notre film? J'ai plusieurs amis qui ont vu leur film complètement transformé parce qu'ils ont été achetés par des chaînes aussi. Où en fait, d'un coup, il y a un langage cinématographique qui est modifié parce qu'on doit s'adapter à la télévision. Et ça peut être très difficile pour les réalisateurs parce qu'en fait, ils voient leur projet complètement... ils ont plus la main dessus, quoi. Et moi, je veux pas que ça m'arrive. Et donc voilà, j'ai choisi une productrice avec qui je peux travailler sur le film avant de penser en fait à l'industrie. Voilà. Et justement, pardon, vous voulez dire un truc, Marc? Non, je pensais juste, on est ici au CNC où il y a le Fonds d'aide à l'innovation, il y a la SCAM, les autres partenaires, et on a la chance d'être en France où il y a un soutien du développement avec un éventail de possibilités qui est énorme. Et donc, je pense qu'il ne faut pas opposer, et je ne dis pas que vous le faites, mais je pense qu'il n'y a pas d'opposition nécessaire entre tout cet écosystème qui est très, très vertueux et qui fait émerger des talents et des idées très librement. Et les plateformes et les diffuseurs qui cherchent à trouver une adresse publique plus généraliste. Et on pourrait tous partager le même espace et à des niveaux, à des priorités un peu différents. Voilà. Je pense que c'est quand même... Moi, je viens des États-Unis et j'ai pas mal travaillé dans d'autres pays en Europe. Et on a quand même le système qui est... voilà, le modèle du monde. Donc, il faut en profiter aussi. Si c'est un Américain qui le dit. Franco-américain. Oh, pardon, franco-américain, pardon, Marc. Oui. Oui, Oui. bien sûr, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, en tout cas, j'ai l'impression, avec mes amis réalisateurs, que devoir trop respecter des formats, c'est même parfois un peu inutile, parce qu'en fait, dans l'autre sens, quand il y a des films qui même s'ils respectent pas vraiment de format, qu'ils n'ont pas respecté de calendrier et tout ça, en tout cas comme le film qu'on a fait avec La Clé, c'est pas pour ça que le film n'est pas accessible et qui suscite pas d'intérêt en fait, et qu'il est pas diffusable.
Et du coup, nous, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un juste milieu à trouver au moment où on pense la diffusion, quoi. Ça ne veut pas dire que le film doit durer 102 minutes ou des durées, on ne sait pas où les mettre, mais qu'il y a quand même on peut faire un juste milieu, voilà, un juste milieu à trouver. Je me retourne vers vous, Muriel, parce que quand vous produisez un documentaire, que vous travaillez sur un documentaire avec un auteur ou une autrice, est-ce que vous pensez déjà, dès le début, à la diffusion, sur où est-ce qu'il va être diffusé? Est-ce que ce sera au cinéma? Est-ce que ce sera une plateforme? Est-ce que ce sera à la télévision? C'est quelque chose que vous pensez dès le départ, ou ça vient au fur et à mesure du développement du projet? Ça dépend des cas, mais je ne vais pas raconter d'histoire. C'est-à-dire que quand un réalisateur ou un auteur vient nous voir, la question, en tout cas certains d'entre eux, la question du cinéma ou de la télévision se pose assez vite. Et assez vite, pour aller au cinéma, faut y aller. Hein. C'est très dur de produire des films documentaires pour la salle parce que, en gros, si on n'a pas l'avance sur recette et trouver un distributeur pour au final faire 10 000 entrées, voilà, c'est... Après, il y a un truc très étrange, c'est que par exemple, les films de Sébastien Lifshitz, il les fait exactement de la même manière, que ce soit pour la télé ou le cinéma. C'est-à-dire qu'on alterne souvent le grand format pour Arte et la salle, il fait les mêmes films, lui. Absolument les mêmes. Je veux dire, ils me coûtent aussi cher, hein, les deux. C'est-à-dire qu'il demande autant de mixage, autant de montage, autant d'étalonnage, que ça soit pour le cinéma. Maintenant, c'est sûr que oui, on se pose un peu la question. Il y a là où je nuance un peu... Marc, mais j'adore l'optimisme de Marc, mais je pense quand même que les films pour Netflix, en tout cas, moi, j'ai pas encore vu, je parle de Netflix parce que j'ai pas encore travaillé avec toi, je pense qu'ils sont pas complètement formatés de la même manière que les autres quand même. J'ai l'impression, alors peut-être que je pense que Marc a envie de faire évoluer les choses, mais moi, il y a des films que je pourrais jamais faire alors que le sujet est passionnant, alors etc. Parce qu'il y a quand même sur Netflix un langage, une grammaire, et je les regarde tous. Moi, j'adore les regarder. Je sais pas encore les produire, vraiment. Je sais pas encore amener, en tout cas, mes réals et mes auteurs à cette écriture-là, qui est quand même pas la même que l'écriture d'Arte ou l'écriture de France Télévisions ou encore plus l'écriture du cinéma. Mais bien sûr qu'on se pose la question. En fait, juste, on se pose la question du public aussi, avant tout, hein, quand même. On verra. Et est-ce que c'est pas des sujets, c'est des histoires? Voilà. Donc, il faut juste que ça raconte et que ça plaise. Mais c'est vrai qu'il y a des formatages un peu plus prononcés chez les uns ou chez les autres. Pardon, Marc. Non, mais je rebondis sur la dernière chose que tu as dite, c'est que c'est des histoires. Et je pense aussi beaucoup à l'étude. Les modes narratifs sont très différents selon le contexte et selon l'auteur, etc. C'est vrai que nous, on propose des documentaires dans un contexte où les gens s'attendent à Squid Game ou Don't Look Up ou des énormes fictions très, très clinquantes. Donc, la prime chez nous est mise sur la singularité et la force de l'histoire et la force de l'émotion et un mode narratif qui est très, très spécifique et assez fait de rebondissements et des histoires de dingue. Et ça ne veut pas dire que toutes les autres histoires sont pas bien racontées. Ça veut dire qu'il y a une certaine type aujourd'hui de documentaires et de récits du réel qui fonctionnent très bien sur notre service aujourd'hui. Ça va évoluer avec le temps, tout comme les autres plateformes vont évoluer. Et la bonne nouvelle, c'est que sur les plateformes numériques, il n'y a pas ce problème de cases. C'est la force de l'histoire qui prime et on cherche la forme qui va le mieux avec cette histoire. Avant de parler de forme justement et de type d'écriture, on parlait de thématiques, de sujets, d'histoire, c'est ce que vous disiez. Je me tourne en particulier vers Julie, Marc et Laure. Est-ce qu'il y a, selon vous, selon vos différents moyens de diffusion, des thématiques, des sujets, des histoires qui remportent finalement plus de succès que les autres, en tout cas qui ont l'air d'attirer plus facilement le public que les autres? Alors, je pense que c'est extrêmement complexe de répondre à cette question parce que si on avait la formule magique, on l'appliquerait, ça serait vraiment bien. Ça serait presque mathématique. Donc,
bien finalement. Je ne sais pas si ça serait si bien que ça. Je ne sais pas, il y a une sorte d'universalité qu'on cherche à avoir, en tout cas sur certains films, d'autres non. C'est vrai que côté France Télévisions, on a cette chance d'avoir un terrain de jeu extrêmement divers, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur du film d'auteur assumé avec 25 nuances de doc, comme du prime, comme du doc de plateforme, comme sur des sujets qui vont de l'histoire à la géopo et autres. Et on voit que l'appétence, c'est là. Quand on a commencé à proposer des documentaires de prime en sciences en 70 minutes, on s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, ils rencontrent un succès fou et c'est une des cases les mieux installées de France 5. Quand on a changé, parce qu'on a encore des cases, mais le public y est attaché, la ligne du monde en face pour faire de la géopolitique, on a pris un risque extrêmement important. Et pour autant, ça fonctionne aussi bien avec le public. Alors, c'est vrai, avec certains films qui rencontrent plus de public que l'autre, mais aussi en termes de reconnaissance internationale, puisque par exemple, hier, c'est Hélène Lamtron qui a eu le prix Albert Londres avec Les Enfants de Daesh, et c'est le 3e prix Albert Londres pour un film porté par France Télévisions, et le 2e pour Le Monde en face, donc une case de géopolitique. C'est pas simple aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, d'aller proposer de la géopo. Donc voilà, on a... moi, j'ai envie de dire que tous les sujets s'y prêtent. Ça va vraiment dépendre de la manière dont ils sont racontés, du point de vue de l'auteur pour le raconter, parce qu'un même sujet peut être raconté de tellement de manières différentes, et c'est ça qui fait la richesse du documentaire. Et sur le public, eh bien, on réfléchit quand même à la manière dont on va raconter l'histoire pour quel public. Quand on est sur France 2, et surtout quand on est en prime sur France 2, qui est, je pense, une des écritures les plus compliquées à avoir, et on l'a bien vu avec Outreau, quand on prend des risques en fait et qu'ils sont assumés, que les films sont très bons, bah, ça fonctionne, parce que Outreau, c'est a priori une écriture qu'on ne s'attendait pas à avoir sur le service public. C'est un mix entre véracité et fiction, puisque tout ce qui est fiction est en fait réel, puisque basé sur les minutes du procès et des auditions. Et on fait plus de 3 millions de personnes sur un sujet qui est particulièrement ardu. Et c'est pas du true crime pour nous, c'est vraiment d'histoire sociétale récente. Et c'est aussi, je pense, en prenant des risques qu'on va pouvoir avancer encore un peu plus et offrir ces documentaires là à un public aussi large que parfois beaucoup plus pointu, parce que quand on sort prochainement une série sur le e-sport sur Slash, bien entendu, on est un peu plus pointu que nous paysans sur le France 2, qui a pourtant été un des films documentaires les plus vus. Laure, si vous avez une idée de, voilà, au niveau du festival, ce qui emporte l'adhésion peut-être un peu plus sur les sujets de documentaire. Alors, nous, on fonctionne vraiment pas en termes de sujet, mais beaucoup. Enfin, je rebondis par rapport à tout ce qui a été dit là sur la question du diffuseur. En fait, je crois que les films que nous on montre, c'est surtout des films pour lesquels les auteurs, accompagnés par leurs producteurs, ne se sont pas posé la question de quelle case, quel diffuseur, etc. C'est vraiment des films où la démarche de l'auteur prime, et elle prime même sur l'histoire. Donc, je rebondis par rapport à ce que vous disiez sur la force de l'histoire. Voilà, c'est ce qui prime chez vous. Bah, nous, c'est vraiment pas ça, quoi. Nous, c'est ce qui prime, c'est le regard singulier de l'auteur, la forme qu'il trouve. Il peut y avoir une histoire très ténue, mais ce qui prime, c'est à quel point il y a une recherche formelle authentique, finalement, qui est dans ce film-là. Et donc, en fait, on va avoir, en termes de forme, des choses extrêmement diversifiées, des documentaires expérimentaux, on va avoir des films qui se rapprochent de ce qu'on appelle le cinéma vérité, des films qui peuvent être les héritiers du cinéma ethnographique, qui est un peu la base de cinéma du réel historiquement. Voilà, il y a vraiment tout un panel extrêmement large, mais vraiment, c'est pas du tout... Enfin, c'est un peu à rebours de ce que vous disiez tout à l'heure, en tout cas sur la question de la force de l'histoire. Après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui remporte plus l'adhésion ? Qu'est-ce qui fonctionne le plus chez nous ? Moi, ce que je peux dire aussi pour compléter quand même, c'est qu'on a aussi
on n'a pas des cases, mais on a des sections, on a des programmations. Et il y a donc la compétition qui est un peu le navire amiral du festival, où là, il n'y a vraiment pas du tout de thématique. Après, on a une programmation récurrente qui s'appelle Front Populaire, qui montre des films très récents, toujours en prise avec l'actualité et avec, avec des luttes sociales, des luttes citoyennes, politiques. Ça, c'est une programmation qui marche très bien parce que c'est là où peut-être on fait se rencontrer les préoccupations politiques de chacun avec les questions formelles qui sont les nôtres de prime abord. Voilà, et puis ce que je peux dire aussi, c'est cette programmation Première Fenêtre dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est des formes portées par des jeunes gens, rencontrent aussi beaucoup de succès, en particulier auprès des jeunes. Voilà. Et on parlait tout à l'heure avec... donc déjà dans l'étude, il y avait l'idée d'un désir de nouvelles formes, hybrides éventuellement, immersives, interactives. Enfin, on allait VR par exemple. Gilles Fressinier en parlait aussi tout à l'heure lors de la présentation sur la stratégie numérique d'Arte. Vous en parliez avec Outreau, l'idée d'un mélange un peu documentaire et fiction, en fait, d'une certaine manière. Est-ce que justement ces nouvelles formes d'écriture, de format, c'est quelque chose vers lequel vous désirez vous diriger, soit en tant que productrice, soit en tant que réalisatrice, soit au niveau des festivals, soit en tant que diffuseur? La question, elle est pour tout le monde, en gros. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, ou en plus vous dites, mais en fait, c'est peut-être ça aussi l'avenir du documentaire, c'est ces formes nouvelles, pas que le 52 minutes, ou le format long, ou le format court. Alors en fait, Sériel, mélanger doc et fiction, on appelait ça avant les docu-fictions, il y en a eu, voilà, ça fait longtemps qu'il y en a eu. Je pense que c'est une nouvelle manière de le faire qui est surtout intéressante. Outreau, c'est mélanger les deux, mais c'est surtout un film de dispositif, c'est trouver un dispositif qui soit au service du film. Et c'est ça qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que quand le projet est arrivé avec Agnès Pizzini, le dispositif n'était pas en place, et le dispositif s'est créé au fur et à mesure de l'avancée de l'écriture. Et c'est vraiment ne pas répliquer, ne pas refaire la même chose tout le temps, ne pas plaquer et d'aller chercher des formes nouvelles. Je pense qu'il y a des nouvelles formes d'immersion aussi à inventer. On y va, on va vers... on n'abandonne pas les écritures plus classiques non plus, parce que on en a... Enfin voilà, c'est aussi des très très beaux films, et on continue à les proposer. On va chercher à la fois des nouveaux talents, à la fois... Alors je déteste ce mot de modernité, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas des écritures nouvelles qu'on n'a pas encore travaillées jusque-là, avec des endroits qui sont plus propices à prendre des risques que d'autres. C'est sûr qu'on... prendre des risques en prime, on le fait, mais c'est beaucoup plus compliqué que d'aller prendre des risques en deuxième partie de soirée ou sur la plateforme, où là, c'est vraiment un terrain de jeu. On n'a pas du tout le même discours avec nos auteurs et nos réalisateurs quand on engage un film pour Slash que quand on engage un très grand prime dont le développement va durer et la réalisation vont durer 2 ans pour France 2 ou même pour France 3. Donc on a tous envie de ça, parce qu'on a tous envie que ça bouge. Le réel est une matière quand même extraordinaire. Parfois, on se dit qu'on a des histoires qu'on n'aurait même pas osé imaginer en fiction et qui pourtant sont réelles. Donc comment on les traduit? Et ce que je trouvais aussi intéressant, alors j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais pour rebondir avec l'étude de ce matin, c'est d'aller chercher de la connaissance, d'aller chercher une certaine fierté. Moi, ça a vraiment fait écho chez moi de ce que ce jeune public recherche, et d'aller y chercher la véracité à un moment où on est quand même extrêmement questionné sur la véracité de ce qu'on propose, nous, médias traditionnels, et quel est le contrat qu'on peut passer avec nos téléspectateurs ou nos internautes sur la véracité de ce qu'on propose. C'est une question très très importante qui nous taraude beaucoup, surtout maintenant avec les avancées de l'IA, qui vient remettre en question beaucoup de choses. C'est vraiment une réflexion en cours qui est très importante et qui est un peu un puissant fond assez stressante, on va dire. Oui, Laure? Oui, alors sur cette question de l'hybridité, moi j'ai presque envie de dire que c'est
En tout cas, l'innovation, c'est un peu le cœur de cinéma du réel. En fait, on cherche vraiment à montrer des films qui, comme vous disiez à l'instant, innovent, ne répètent pas, ne plaquent pas un discours, ne plaquent pas une façon de faire. Donc, on est toujours à la recherche et à l'affût de nouvelles manières de faire. Et on s'interdit rien. Et il peut y avoir des films où le réel et la fiction sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Par exemple, il y a eu un film il y a 2 ans qui a eu le Grand Prix, qui était vraiment un mélange absolu de documentaire et de fiction. On ne savait pas du tout comment démêler l'un de l'autre. Il y a aussi beaucoup de films qui sont hybrides entre prise de vue réelle et tout ce qui peut se passer directement sur Internet. Enfin, voilà, on est sur... c'est exactement ça qu'on recherche tout le temps, quoi. Voilà. Marc ? Non, de toute évidence, nous, on expérimente aussi pas mal de docu-fiction et de dispositifs différents sur différents films. On a aussi des écritures parfois un peu plus classiques. Moi, j'ai quand même l'expérience que le documentaire, série ou unitaire, porte toujours une promesse de s'approcher d'une vérité et qu'il y a dans la matière qu'on travaille toujours un élément qui touche à une vérité absolue, que ce soit un enregistrement sonore, une archive, une image, une séquence. Et presque tous les films sur lesquels j'ai travaillé au cours des années, chez Arte, ici, chez Netflix, ont ce talisman, quelque part, de promesse qu'on va, à travers cette histoire-là, s'approcher d'une vérité à la toucher, un peu pour soi-même en tant que spectateur. Donc voilà, il faut toujours garder ça au centre, et je pense que c'est le capital du documentaire, c'est de dire, au-delà du journalisme, au-delà de tout ça, on peut toucher une vérité et que chacun peut le vivre à sa façon. Pour répondre à votre question sur les réalités virtuelles et les jeux... Les autres formes, en tout cas, de narration. Netflix a une initiative de jeu qui est en place depuis plusieurs années, qui a été annoncée il y a 2-3 ans et qui développe beaucoup de formats et d'écritures différentes. On prend notre temps, on se dit que pour être vraiment acteur sur ce terrain-là, il faudrait 10 ans. Donc il y a des équipes dans le monde qui travaillent sur ça. La réalité virtuelle, moi j'avais participé à Notes on Blindness avec l'équipe de Gilles et Agathe quand j'étais chez Arte. Et c'était une très très belle aventure à un moment où on s'engouffrait tous dans cette bulle de croyance que la réalité virtuelle allait arriver tout de suite et bouleverser toutes les écritures. Et on voit que c'est cyclique et que ça revient, et ça reviendra certainement avec les usages et avec les personnes qui adoptent l'utilisation régulière. Le problème, c'est que tout le monde a... Peu de gens ont envie de mettre un casque pour la soirée et s'isoler de leur famille et d'être tout seul, heureusement. Oui, ça dépend des soirées en famille. Après, la dernière chose que je voulais dire, c'est que nous, on a des arènes sur lesquelles on va plus souvent maintenant. On est quand même une plateforme de divertissement, donc on va beaucoup sur le sport, beaucoup sur la scène musicale, beaucoup sur la culture pop. Moi, j'ai l'intuition, et si on regarde à travers l'Europe, qu'on cherche toujours des histoires fortes et singulières. Donc, on ne traite pas un thème général, mais on cherche une histoire forte. Mais j'ai l'impression qu'on a pas mal d'histoires post-MeToo qui posent toutes les questions d'une société qui est en prise avec des cultures plus traditionnelles, patriarcales, et qui a toute une série de films que je vois à travers nos différentes productions qui traitent des questions du consentement et de l'égalité homme-femme. Je pense qu'on aura des films sur le racisme et sur la discrimination dans le sport et autres. Et je pense qu'il y a une catégorie, et je regarde mes collègues,
je pense qu'il y a une place pour l'aspiration. Et je vois, on doit travailler plus volontairement des récits qui inspirent des gens face aux grandes problématiques du climat, etc., mais aux défis de société qui sont immenses. Donc, et je pense qu'il y a chaque année 2, 3 films qui sortent du lot parce qu'ils portent un modèle ou une voix possible. Et moi, j'ai des enfants. Je pense que beaucoup de gens ici ont des enfants. Et on voit qu'ils cherchent aussi des exemples de voies dans lesquelles ils peuvent s'inscrire aujourd'hui dans ce monde qui est un peu compliqué. Non, pas du tout. Je me retourne vers Muriel et Chloé. Est-ce que justement aussi ces nouvelles narrations, ces nouvelles écritures, c'est des choses qui vous attirent en tant que créatrice, en tant que productrice ? Alors, pareil, je vais répondre oui et non. C'est-à-dire qu'après, il faut faire hyper attention. Il y a des modes comme ça, où tout d'un coup, il faut ce sacro-saint il faut changer, il faut trouver des formes inédites, Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un long récit, un documentaire. Enfin, voilà, j'ai pas vu celui de Chloé. Je crois que je vais me brûler dessus parce que j'adore ce qu'elle raconte. Voilà, des films. Je suis pas, moi, dans la recherche d'une forme absolument originale. Je m'en rappelle à un moment donné, les diffuseurs qui disaient il faut plus de talking heads, ou bien s'il y en a, il faut surtout que ça soit dehors. Il faut plus de bibliothèque derrière. Il y a des modes comme ça où là, alors c'est plus du docu-fiction, c'est vrai, mais pardon, l'affaire Grégory, c'est incroyable ce que vous avez fait. Et c'est vrai que là, j'ai regardé Bettencourt, c'est pas pareil, mais on recrée, tout d'un coup, il y a des modes. Voilà. Et il va y avoir plein de films comme ça, etc. Bon, sans doute, moi, je suis assez nulle, j'avoue, mais encore une fois, parce que je pense que les projets viennent pas à moi, et donc, je n'ai pas cette... Et puis, il se trouve que c'est... Alors, je parle pour moi, là, vraiment, je pense qu'il y a aussi un truc d'âge, vraiment. Moi, j'ai pas Instagram, j'ai pas tout ça, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est pas ma culture. Ce qui veut pas dire que je regarde pas les nouvelles formes, mais en tout cas, comme on me les propose pas, moi, j'ai pas l'idée de le faire, j'ai pas l'originalité, le talent de faire ça. Mais faisons attention, il y a rien de mieux qu'une belle histoire de 60 ou 90 minutes, voilà, qui se raconte comme ça et où il n'y a pas des trucs dans tous les sens. Et c'est super fort. Il y a un appel de Muriel pour visiblement qu'on aille lui proposer des choses aussi, parce que c'est un cri du cœur depuis tout à l'heure. Chloé ? Oui, moi je pense que du coup pour ma génération, donc réseaux sociaux, j'ai 27 ans, je suis addict à mon téléphone, je suis là, je scroll, et on est complètement esclave de nos téléphones, vraiment, des réseaux et de voir des vidéos, c'est horrible. Mais c'est bien d'en être conscient, c'est le premier pas vers la rémission. Je suis complètement addict, et aussi je me rends compte que du coup j'ai l'impression, et pour pas travailler avec des jeunes et travailler aussi avec des jeunes qui sont tout le temps sur leur téléphone, on a un rapport au réel qui est assez différent, parce qu'en fait ce qu'on voit quand on scrolle, c'est des gens qui se filment, en fait. Donc, il y a quand même une dimension documentaire. Après, moi, mon algorithme, évidemment, il me montre ce que je veux voir. Donc, moi, je vois plein de je sais pas, des comptes de quelqu'un qui filme sa grand-mère, ou quelqu'un qui filme son petit cousin autiste, ou quelqu'un qui imite des profs du collège. Donc, toujours des trucs en rapport avec ce qui, moi, m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui peuvent être utilisées pour faire des films et nous sortir un peu de ça. Après, je parle de deux choses différentes, mais il y a aussi le contenu du coup qu'on a quand on scrolle. Parce que parfois, j'ai été surprise et je suis tombée sur des formats qui étaient finalement intéressants, et c'était pas juste des vidéos de 3 secondes et des blagues et des gens qui filment leur groupe de copines. Et en fait, les jeunes passent tellement de temps sur leur téléphone que, justement, par exemple, là, je filme des jeunes filles qui vivent donc en Galice, donc en Espagne, à l'ouest, vraiment. Elles sont isolées, elles sont jamais sorties de là. Elles sont nées au Maroc, elles sont arrivées en Galice. Et si elles sont au courant du monde et qu'elles ont aussi... elles ont un rapport à l'image, c'est vraiment avec TikTok et Instagram, et au cinéma aussi. Et par exemple, il y en a une des 4 que je filme qui a vu tous les Godard, mais c'est parce qu'en fait, elle suivait une page Instagram qui montrait plein de films français, et c'est par là qu'elle a
qu'elle a connu Godard et qu'elle a regardé tous les films. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas... Enfin, que moi, je rejette pas du tout les réseaux sociaux. Je trouve que c'est hyper important, qu'il faut mettre du contenu plus de qualité à cet endroit-là, parce qu'en fait, déjà, on est addict et on voit que des... Et en plus de ça, les jeunes ont un autre regard et du coup, sont beaucoup plus... Ils reçoivent plein de formes de vidéos différentes, en fait. Justement, quand je les filme et quand je leur explique le film que je veux faire, elles ont des références esthétiques alors qu'elles vont pas au cinéma, hein, mais grâce au réseau, quoi. Et du coup, en fait, ça donne envie, en fait, de leur proposer des choses à voir. Et la seule plateforme qu'elles ont, c'est Netflix. T'as vraiment tout le monde à Netflix. Mais elles m'ont demandé, mais oui, les films comme ça que tu fais, documentaires de création, ça veut dire quoi ? Où est-ce qu'on peut les voir ? En fait, j'avais pas vraiment de réponse. Elles ont déjà tout vu sur Netflix. Et du coup, je pense que oui, il y a quelque chose à faire et que en fait, le public, il est là et qu'il peut recevoir beaucoup plus que ce qu'on imagine. Alors, oui. J'ai juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Ça ne va pas répondre au problème de vos amis en Galice, mais il y a quand même une plateforme qui existe qui s'appelle Tank et qui montre des documentaires d'auteurs et qui, je pense, est complémentaire avec les diffuseurs qui sont ici présents. Parce que votre film, je ne sais pas s'il va être acheté par Tank. Non, il est sur Tank actuellement. Voilà. C'est pas disponible en Espagne. Mais Tank n'est pas en Espagne, pas encore. Mais en tout cas, voilà, c'est un endroit où c'est possible de voir des documentaires d'auteurs pour chacun, en fait, pour un prix tout à fait modique. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que comme ils n'ont pas été habitués non plus éduqués en tout cas à ce langage-là cinématographique, pour elles, c'est comme si je leur parlais de quelque chose qui n'est pas accessible du tout, quoi. Et alors que je me rends bien compte que si on leur montre les films, elles sont complètement disposées à les recevoir. Et que ce soit hyper expérimental ou pas, en fait, je pense qu'il faut arrêter de prendre les jeunes pour des débiles, quoi. En fait, et surtout qu'en fait, ils sont hyper éduqués à l'image et à des formes très différentes. Alors, je rebondis sur ça parce que c'est exactement ce que m'a dit Julie hier. Il faut arrêter de prendre les jeunes pour des débiles. Non, mais c'est exactement ça. Parce que alors, quand on engage des projets pour Slash, parfois, moi, j'ai des producteurs qui sont arrivés et qui m'ont dit « j'ai un YouTuber, il est hyper intelligent en fait. » Et bon, là, tu tombes de ta chaise. J'aime bien le « en fait ». En fait. Et en fait, non, mais pas du tout. Mais bien sûr, c'est une génération hyper intelligente, hyper curieuse, hyper ouverte, parce que les réseaux les ouvrent au monde là où nous, on n'avait pas cette ouverture-là, qui est prête à entendre plein de choses. Je suis complètement d'accord avec toi, Chloé, sur la culture de l'image, sur la fluidité aussi d'aller naviguer dans plein de choses, sur cette curiosité-là, et sur la nécessité, si on veut les intéresser aux documentaires, d'aller leur offrir un panel extrêmement large et divers d'histoires, de réalisation, d'écriture. C'est pour ça que tout se complète bien, en fait. L'écosystème industriel, il se complète quand même plutôt bien entre des plateformes payantes, le service public qui est entièrement gratuit. Enfin, nous, on investit quand même 101 millions dans la production de documentaires chaque année, donc c'est énorme. Les films qui sortent au cinéma, les films comme tu les as faits, pour avoir cette liberté-là. Et je trouve que d'arriver sur un premier film à avoir cette volonté, c'est assez extraordinaire, donc bravo. Et voilà, on va les chercher. Et les réseaux, en tout cas, nous, dans les films à destination des 15-30, on les inclut complètement dans nos écritures. C'est-à-dire que quand on va avoir des témoins, de toute manière, voilà, ils scrollent toute la journée, ils se filment toute la journée. Donc, c'est même plus un sujet d'avoir cette partie des réseaux qui entre dans nos histoires parce que c'est la réalité quotidienne de cette génération-là. Donc, ça rentre complètement dans nos histoires. Ça devient une grammaire d'écriture propre à chaque film, bien sûr. Mais en tout cas, elle intègre, c'est cette réalité-là, qui est aussi une réalité documentaire, d'intégrer ça dans nos récits, surtout à destination des plus jeunes. C'est bien parce que vous me pavez la route pour arriver sur notre dernier segment avant de laisser les questions à la salle. Ce jeune public, le fameux jeune public qui terrifie tout le monde ici et là, donc à peu près les 11-25 ans pour voir large, comment on les atteint ? Quel biais vous utilisez pour atteindre ces jeunes publics qui vont permettre le renouvellement des spectateurs, voire même des faiseurs, hein. Je pense à vous, Chloé. Mais voilà, comment on les atteint,
c'est jeune? Alors, je peux répondre pour Cinéma du Réel. Nous, en fait, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'on avait pas mal d'actions qui étaient dédiées aux jeunes, donc, et en particulier aux étudiants, qui soient étudiants en cinéma ou dans des formations culturelles en général, mais qu'elles étaient un peu disséminées dans le festival. Et on les a donc réunies sous un label qu'on a appelé Réel Université, histoire qu'elles soient plus visibles, identifiables, et que les étudiants, quand ils s'intéressent à Cinéma du Réel, puissent les repérer immédiatement. Parmi ce qu'on fait donc à destination des étudiants, il y a plusieurs choses. J'ai parlé tout à l'heure du comité de programmation pour une section en particulier. Il y a évidemment un jury étudiant. On propose aussi à des étudiants de rencontrer les réalisateurs de la compétition pour écrire des entretiens et les publier ensuite sur Mediapart, avec qui on est partenaire. Voilà, donc on a tout un panel de petites actions comme ça extrêmement ciblées. Et on a mis en place également depuis 2019 une politique tarifaire spéciale pour les étudiants qui s'appelle le Pass étudiant, qui permet d'accéder à toute la programmation du festival pour 25 €. Et ça a eu un succès assez considérable parce que quand on l'a lancé, je crois qu'on a distribué 95 passes étudiants la première année, et là on en est à, je crois, 460 l'année dernière, en 2023. Donc vraiment, il y a une forte progression. Il y a une attente. Donc nous, on met en place vraiment des actions spécifiques dédiées aux étudiants. On va également chercher les lycéens, parce que par rapport à la programmation de Cinéma du Réel, c'est un peu compliqué d'accueillir beaucoup d'élémentaires, même si on le fait, et même des collégiens. En revanche, les lycéens, ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait adapté. Et là, en particulier, on va mettre en place, comme les épreuves du bac ont été décalées à juin, pour nous, c'est très pratique parce que le festival a lieu en mars. Et donc, on peut accueillir enfin les étudiants qui sont en option cinéma, et on va leur proposer un parcours cette année autour des films de Wiseman, qui est au bac. Donc voilà, donc ça va être, je pense, un parcours très intéressant avec plusieurs films qu'on va projeter, une leçon de cinéma, et autour de la question du montage, qui est une question très importante dans le cinéma de Wiseman. Voilà. Après, je pourrais aussi parler de tout ce qui est communication, voilà, parce que bien évidemment, nous, pour renouveler notre public, on ne peut pas s'adresser à notre public historique, à nos grands fidèles, de la même façon que à ce nouveau public qu'on veut faire venir. Donc les réseaux sociaux, bien sûr, c'est quelque chose de très important, et pas n'importe quel réseau social. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelque chose de cumulatif. En plus de Facebook, on rajoute Instagram, on rajoute LinkedIn pour le côté aussi professionnel, et on se pose la question, faut-il vraiment qu'on ouvre une chaîne TikTok ? Je ne sais pas. Voilà, mais c'est une question. En tout cas, on ne l'exclut pas d'emblée, même si culturellement, un peu comme ce que vous disiez, moi, bon voilà, j'ai pour l'instant du mal à avoir le lien, mais peut-être je devrais en parler avec Chloé, qui m'aidera à faire le lien, certainement. Sinon, vous pouvez voter à la fin de cette séance pour savoir si le Cinéma du Réel doit ouvrir un compte TikTok. Julie, comment... Oui, il y a déjà une réponse forte et honnête. Julie, comment parce qu'il y a des programmes qui sont faits aussi pour les plus jeunes. Vous parliez notamment de documentaires sur le sport, par exemple avec Antoine Dupont. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites. Comment on va faire toc-toc chez les jeunes pour qu'ils regardent ? Alors déjà, on prend la décision, et c'est Stéphane Sidbon qui l'a annoncé fin octobre, de multiplier par 3 les investissements de programmes à destination des moins de 30 ans au sein de France Télévisions. Donc ça veut dire à la fois au programme dédié et ça doit irriguer tous les autres programmes. Donc déjà, il y en aura plus. Et après, le faire savoir, alors c'est à la fois un problème de com, puisque la com ne peut pas du tout se travailler comme la com classique des chaînes linéaires. Et c'est aussi un accompagnement très fort des chaînes sociales de France Télévisions. Pour le coup, on est allé sur TikTok, bien sûr, et c'est un succès. Les formats qui sont faits sur TikTok sont absolument incroyables. Et pour ce qui est des chaînes linéaires, en fait, on voit bien que le jeune public est conquis quand les documentaires nous échappent. C'est-à-dire qu'on a vu ça avec Noir en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Noir en France, il y a le test de la poupée. Alors, il n'avait pas été mis dans le documentaire pour sa viralité, mais parce qu'il était extrêmement
extrêmement... il disait quelque chose qui il a été fait dans les années 40, je crois. Il a été fait et la situation n'a pas évolué. Donc, c'était extrêmement fort de le faire. Et bien entendu, cette séquence avait été choisie par nos équipes d'accompagnement pour être postée sur les réseaux. Mais on a vu ce passage-là sur TikTok complètement devenir viral sur des comptes qui n'étaient absolument aucunement reliés à France Télévisions et nous échapper complètement. Et pareil, on a parfois des docs qui tout d'un coup se mettent à avoir des nombres de vues complètement dingues d'un coup d'un seul, et c'est souvent lié à un post TikTok qui rebondit sur un extrait du programme, et puis on va les chercher là où ils sont, c'est-à-dire qu'il y a un changement, une évolution en tout cas de stratégie de France Télévisions, de mettre les documentaires qui sont à destination du jeune public ou ceux qui peuvent toucher un jeune public sur les chaînes YouTube de France Télévisions, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et Netflix, vous, les réseaux sociaux, c'est pas trop votre truc? Un petit peu. Un petit peu, quand même. Non, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux assez grands, y compris TikTok. Et donc, on a une présence sur les réseaux sociaux qui nous permet de nous adresser à beaucoup de monde. Je pense que la façon dont on s'adresse aux gens sur les réseaux est très important. Et donc, on y pense beaucoup, on y travaille. Je pense que l'affichage pour les grandes machines et les dépenses marketing vont vers plutôt la fiction et les grands films d'action. Et donc à nous, côté documentaire, d'être plus inventifs dans la communication via les réseaux et un peu plus sur le terrain. Pour rejoindre ce que vient de dire Julie, on se dit maintenant, quand on a un nouveau documentaire, quels sont les petits moments qui pourraient se prêter à une viralité. Je ne pense pas qu'il faille ou qu'il y a quelqu'un qui est capable aujourd'hui de programmer ça, mais c'est vrai qu'on est sensible aux éléments qui vont prendre quelque part. Et je pense que le critère général, c'est la conversation. Est-ce qu'on va rejoindre une conversation qui existe déjà? Est-ce qu'on va l'avancer? Est-ce qu'on va la mettre dans une autre dimension? Est-ce qu'on va arriver à cristalliser quelque chose, un sujet, une histoire dont la société française va s'emparer aujourd'hui? Et ça, je pense que c'est le métier de tout le monde, mais nous, on en parle volontairement tous les jours, et on s'est dit un bon documentaire, une bonne série documentaire fait parler aussi, et on voit tout ce qu'on nous propose et tout ce qu'on engage sous ces prismes-là. Et Chloé, comme votre documentaire, encore une fois, je ne vais toujours pas me lancer dans le titre, est sorti de manière plus alternative, c'est ce que vous disiez. Comment justement vous avez fait pour qu'il soit diffusé, qu'il atteigne un public, et notamment un public jeune? Alors déjà, du coup, les premiers endroits où il est diffusé, c'était donc en festival. Les meilleurs projets, c'était vraiment avec les lycéens. Je trouve ça super quand justement les festivals, même quand les festivals en fait font un prix lycéen. C'est trop bien, ça remplit les salles, les élèves sont contents, ils se sentent concernés, ils regardent plein de films qu'ils n'auraient pas regardés, ils les regardent d'une autre façon parce qu'ils doivent décerner un prix. Ensuite, on a fait pas mal de projets avec la Clé dans des espaces alternatifs. Donc, il y avait, après l'expulsion de la Clé, donc il n'y avait plus la Clé, mais il y avait les docks dans le 20e. On a aussi fait dans des bars. Après, oui, le public, nous, on n'a pas appelé des jeunes. Moi, je l'ai montré à beaucoup de jeunes parce que je travaille avec des jeunes. Là, je l'ai proposé pour un projet d'écriture documentaire où j'aimerais le montrer dans des classes. Je vais le montrer en prison dans 2 semaines. Là, il va être sur Tank, sur Univers Ciné, sur une plateforme italienne aussi. Mais en fait, sinon, c'est moi directement qui l'ai envoyé aux jeunes que je connais, et c'est passé par les festivals surtout. Et j'ai trouvé ça super à chaque fois qu'il y a eu ça, en tout cas en festival, parce que
parce qu'en fait, nous, on n'a pas programmé on a fait une diffusion, enfin, c'est moi qui m'en suis occupée, et en fait, s'il n'y avait pas eu, les festivals, je ne savais pas trop comment le montrer. Et en fait, quand on me demande aussi où est-ce que je peux le trouver, je leur dis les plateformes là maintenant, ou sinon je leur envoie un lien. Mais de toute façon, on n'avait pas pensé à ça. Mais en tout cas, il est bien reçu en plus. Alors que c'est un film qui dure 55 minutes, c'est un moyen métrage. Quand je leur dis moyen métrage, ils n'ont jamais entendu. Et finalement, en fait, ils le regardent et oui, c'est une forme nouvelle et c'est quelque chose une forme nouvelle pour eux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, mais ça ne dérange pas du tout. Et voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, avant les festivals, il y a cette idée un peu de recréer une sorte de forme de bouche à oreille, en fait, en le diffusant et en demandant aux autres de communiquer dessus. Je termine avec vous, Muriel, sur justement atteindre les plus jeunes, parce que, alors, on va croire que je parle que de Sébastien Lifshitz, mais bon, tant pis, je l'aime bien, voilà, je le dis, j'avoue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a des thématiques aussi, parce qu'on parlait de choses dont peut s'emparer les internets. C'est vrai que les internets. J'ai quel âge Mais par exemple, Casa Susana ou Petite Fille ont des thématiques qui sont très dans les discussions. On parlait de discussions actuelles, adolescentes. Ça concerne les adolescents. Donc éventuellement, s'ils veulent se voir un peu à l'écran, c'est plutôt réussi. Voilà. Est-ce que ce qui fait le succès aussi et la diversité des publics des films de Lifshitz, c'est qu'il y a cette diversité de sujets, en fait. Ouais, sans doute, bien sûr. Alors Petite Fille, ça nous a complètement dépassé. Il s'est passé un truc de dingue. La meilleure preuve a été que ça a été racheté par Netflix. Donc, quand on a un coup de fil de Netflix qui s'intéresse au film, mais ça nous a complètement dépassé. C'est-à-dire qu'on s'imaginait pas une seconde. On a eu peur de le faire. Ce film, il n'était pas facile. Marc était à Arte encore quand on en parlait. Adolescente aussi. C'est-à-dire qu'adolescente, je rejoins complètement ce que dit Chloé. Il y a eu des salles mais merveilleuses de plein d'ados, alors que on nous disait tout le temps, mais les films avec des ados, c'est pas ce que les ados vont voir. Pas du tout. C'est-à-dire que là, il y a eu un truc qui s'est... Et puis là, il va peut-être avoir, grâce au CNC, vous savez, le collège, pas cinéma au collège, ou voilà. Donc j'espère, mais c'est vrai que... Collège au cinéma. Collège au c'est cinéma, dans l'autre sens. Ouais. Mais il y a aussi le lycée au cinéma ou pas ? Ouais, c'est ça. Voilà. Maternelle, je pense qu'ils peuvent un peu s'ennuyer parce que le film est un peu long. Mais c'est vrai que les films de Sébastien, Casa Susana un peu moins, je pense. Parce que voilà, c'est une histoire qui se passait dans les années 50 et donc c'est plus difficile de faire le lien avec aujourd'hui. Mais Petite Fille, ça a été... Oui, c'est vrai que dans les salles, quand on monte les films de Sébastien, il y a énormément de jeunes dans les salles. Donc je vais me tourner vers vous. Avant toute chose, moi j'étais contente d'apprendre qu'il y a des gens qui ont fini Netflix, donc visiblement les jeunes filles que vous filmez en Galice. Et aussi, je tiens à préciser qu'aucun grand-parent ou petit cousin, petite cousine n'a été violenté pendant cette discussion, beaucoup de gens ont parlé de leurs grands-parents et de leurs petits cousins, petites cousines. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour notre charmant panel dans la salle ? Ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont... Ah, là, ici. Très bien. Bonjour, Anja Unger, je suis vice-présidente de la SCAM et je me permets de faire un petit plaidoyer pour les auteurs, notamment en écoutant Chloé qui parlait donc de cette grande envie de liberté et de ce besoin de liberté pour faire un premier film et qui finalement choisit, même pour le deuxième, une démarche un peu similaire, même si vous êtes accompagné d'une productrice maintenant. Mais donc cette liberté de créer indépendamment de l'industrie, ça veut dire aussi une question qui est grand comme un camion dans la pièce. D'où vient l'argent pour faire cette expérimentation, pour trouver des nouvelles formes? Les auteurs ont besoin d'être soutenus. Donc, on le voit à la SCAM, on a un brouillon d'un rêve et souvent, on a le cœur déchiré parce qu'il y a tellement de propositions et finalement, on peut prendre juste un tout petit peu. Et il y a bien évidemment au CNC aussi des aides qui permettent à des auteurs d'expérimenter des nouvelles propositions. Mais de la part des diffuseurs, est-ce que vous réfléchissez
à des endroits supplémentaires pour justement permettre cette expérimentation dans un cadre où j'entends vraiment le besoin de liberté, c'est-à-dire ne pas tout de suite avoir des interlocuteurs qui disent « nous, on sait ce qui va être la bonne réponse ». Parce que quand on cherche, on se pose plein de questions, on a des doutes, parfois on se trompe. Donc tout ça, ça prend du temps, mais ça coûte de l'argent aussi. Non, mais bien sûr, je dis pas du tout. Enfin, moi, je veux être accompagnée aussi financièrement. Enfin, les démarches, c'est le but. Ce que je veux dire, c'est que c'était pour un premier film. En fait, l'argent venait du coup des entrées à prix libre du cinéma La Clé. Et en fait, le but aussi de cette résidence, c'est que ce soit un tremplin pour les jeunes auteurs, mais aussi pour les techniciens. Donc, c'est vraiment l'association. C'est, par exemple, le monteur que j'ai rencontré, qui est aujourd'hui mon monteur, était assistant monteur à ce moment-là. Il avait besoin de monter son premier film, mais c'était un petit peu bouché. Il connaissait pas énormément de monde, donc c'est un espace où on se rencontre, où on s'échange des services, où on travaille ensemble, où après, techniquement, on s'est toujours débrouillé. Évidemment, c'est pas tout le temps facile, mais on avait des studios de post-prod qui nous laissaient une après-midi parce qu'ils soutenaient le cinéma et qui soutenaient la résidence. C'est pas une fin en soi. Le Studio 34, en tout cas, c'était un tremplin plus, parce que ça peut être difficile quand on veut se lancer, même si on sort de la fac ou d'une école de cinéma, ou qu'on n'en a pas fait du tout même, c'est compliqué, on n'a pas vraiment d'espace pour... Par exemple, moi, j'avais demandé Brouillon d'un rêve. Non, c'était Greg Rush. J'avais demandé Greg Rush. Mais bon, évidemment, je savais pas exactement comment écrire mon dossier. Le film n'a pas été retenu, mais j'ai pas demandé d'autres aides. Je savais pas vraiment en fait. C'était vraiment le début, comment on fait son film, comment on produit son film. Et après, ce que nous on veut dire en voyant le résultat, c'est que toute cette liberté en fait nous a de s'éloigner des aides et des calendriers et tout, ça nous a permis de faire le film tel quel aujourd'hui. Et finalement, il est sélectionné au César. Donc pour nous, c'est une grande victoire parce que le but, c'est pas d'être complètement en dehors des circuits de l'industrie et de tracer un autre chemin. C'est pas ça. C'est en fait de créer des espaces collectifs où on peut penser les films de façon la plus libre possible. Et évidemment, pour mon deuxième film, je suis accompagnée, je suis produite, et le but, c'est d'aller décrocher des aides et que le film soit bien produit. Mais toujours en essayant de garder quand même une forme de liberté dans ce qu'on veut raconter, ce qui est quand même très important, parce que sinon, on va tous tout le temps faire la même chose, quoi. Ouais. Il y avait une deuxième partie de la question, je crois, sur les diffuseurs en particulier. Est-ce que il y avait cette idée de créer des espaces où on peut aider financièrement des jeunes créateurs, mais sans leur mettre une quelconque pression de format, de diffusion, en gros, faire du dev, quoi. Comment on appelle ça, le R&D, la recherche et développement avec des jeunes auteurs qu'on paierait. C'est un peu ça, hein. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, on travaille beaucoup avec la SCAM et on a ouvert une case qui est 25 nuances de doc. On travaille beaucoup en développement aussi sur des projets avec des jeunes auteurs. On essaye de faire de plus en plus de développement. La R&D chez nous, c'est encore quelque chose d'un peu particulier. C'est Jeanne Marchalot et des projets VR. Donc voilà, on le met un peu en stand-by. Après, tout ça se fait à enveloppe constante. Donc voilà, on a une enveloppe et elle est distribuée et elle est répartie en fonction. On est éditeur de contenu et diffuseur, et on diffuse donc avec des lignes éditoriales, et il faut que les projets qu'on choisit correspondent aussi à ces lignes. Donc voilà, il y a des projets sur lesquels on est en préachat, on est là dès le début. Il y a aussi des projets qu'on achète une fois terminés et qu'on va diffuser sur nos différentes antennes. Donc
on va pas sortir de ces lignes éditoriales et on va pas donner la clé, c'est de l'argent public. Voilà, il y a quand même une ligne qui est celle de France Télévisions. Après, l'accompagnement des jeunes auteurs, je pense qu'en signant, et des auteurs, pas que des jeunes auteurs, mais des auteurs, en signant la charte tripartite entre France Télé, les producteurs et les auteurs, je pense on avance dans ce sens-là et qu'il y a une réelle intérêt, sensibilité et nécessité d'accompagner les auteurs, oui. Et Netflix? Du développement, on en fait beaucoup. Et donc, pour les projets destinés à être diffusés sur la plateforme. Après, on a un rôle d'aider des écoles. Donc, je regarde mes collègues dans la salle. La Cinéfabrique et la FEMIS bénéficient, il me semble, toujours des aides de notre part. Il y a des discussions en cours avec l'INA aussi. Et on a en interne un département qui s'appelle Grow Creative, qui est destiné à cibler des postes et des apprentissages à renforcer. Et donc, dans le documentaire, on parle énormément du montage et de l'idée que depuis l'ère du montage numérique, tout le système d'apprentissage au montage a été un peu rompu et on cherche des endroits dans lesquels on peut s'immiscer pour aider des jeunes talents à travailler et sur nos projets et sur des projets qui vont se présenter à nous plus tard. Il y avait une autre question là, oui. Oui, bonjour. De vous. En fait, donc ma question rejoint un petit peu celle de tout à l'heure et puis tout ce qui s'est dit depuis le début, mais ça concerne vraiment un petit peu le public lui-même et la manière dont finalement on le perçoit à toutes les échelles de la production, de la réalisation de films documentaires. Et la question que je voulais poser concerne comment on considère en fait que le public finalement va comprendre ce qu'on lui raconte. C'est-à-dire que entre des films très singuliers et des films grand public, enfin je schématise beaucoup, on a l'impression que de plus en plus le fossé se creuse, un peu comme entre les plus riches et les plus pauvres, mais entre des films finalement où on se permet effectivement des formes qui vont de la plus expérimentale à des prises de risques artistiques modérés, entre guillemets, à des films où on considère, selon l'endroit où on se place de la diffusion, qu'il faut tout expliquer parce que sinon le public ne va pas forcément comprendre. Et ma question était de savoir, est-ce que, voilà, au niveau de la diffusion, comment cette question-là se pose aujourd'hui, sachant qu'elle existe depuis des décennies et qu'on tourne beaucoup autour de ça, justement, et en tant que producteur et en tant que public, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit des œuvres, on nous explique énormément, et on se dit finalement pourquoi. Voilà, sachant que évidemment, j'ai pas la naïveté de croire qu'on peut montrer un film expérimental en prime time. Enfin, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on a des exemples. Dans la série fiction, on a vu des choses de grande qualité qui sont pas forcément ultra explicatives fonctionner sur des très grands publics. Et dans le documentaire, j'ai l'impression qu'en fait, ça s'étiole et que il y a de moins en moins de place pour une prise de risque, sans aller jusqu'à l'expérimental, mais tout en étant face à un public justement de tous les âges. Voilà. Bon, je sais. C'est un peu compliqué parce que le sujet est très très vaste. Vous l'avez dit vous-même, ça fait voilà, on y réfléchit toujours et alors les prises de risque, elles sont enfin plus ou moins importantes, mais elles le sont aussi quand on va sur des diversités d'écriture. Cette explication que moi je vais parfois appeler contextualisation plutôt, elle est nécessaire sur des films qui vont parler de géopolitique par exemple, parce que faire un film de géopo sans contextualiser, bon bah ça marchera, enfin bon courage quoi. Et après, elle n'est pas la même partout et elle n'est pas la même en fonction pour moi du public auquel on s'adresse. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Alors je vais revenir sur cette notion de jeune public. Par exemple, quand on discute avec les auteurs et les réalisateurs pour des films à destination des plus jeunes, mais en fait, ils ont les réflexes de contextualisation habituels, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par poser l'histoire, contextualiser, présenter, et après on y arrive, et après on déroule. Et on leur dit, mais absolument pas.
parce que le projet qu'on a choisi, on l'a choisi parce qu'il fait écho à des problématiques de cette génération-là. Donc, ils connaissent déjà. Donc, entrez directement dans le film. On verra après s'il faut contextualiser comment et autrement. Et en fait, ça ouvre un champ des possibles avec les auteurs, réalisateurs et avec les monteurs. Et tout d'un coup, tout s'éclaire. Tout le monde se dit « Ah ouais, ok, on peut faire ça, on peut y aller ». Et j'ai encore fait un deuxième visio la semaine dernière où en fait, on a trouvé que c'était toujours trop contextualisé et donc il fallait continuer à rentrer différemment dans ces films-là. Mais parce qu'on rentre dans des films pour un public qui est plus jeune sur des thématiques ou des histoires et qui a l'habitude, c'est exactement ce que disait Chloé tout à l'heure, de rentrer très frontalement en fait dans ces histoires avec tout leur fil. Donc sur ce public-là, on va pas du tout appréhender cette explication de la même manière. Après, sur l'expérimental pur, c'est difficile pour nous d'aller dans l'expérimental pur parce que on fait aussi des films pour qu'ils soient vus et je pense pas que le public qui aime les films expérimentaux ait le réflexe d'aller les voir chez France Télévisions en tout cas. Donc voilà, on a pour autant une diversité d'écriture quand on a à peu près 5000 docs disponible sur la plateforme aujourd'hui. La diversité d'écriture, elle est là. Je ne pense pas qu'on puisse parler de formatage. Il y a des films très différents. Il y a aussi les films de région. On n'en a pas parlé, mais en région, il y a vraiment des excellents films qui sont faits quand même avec des budgets très restreints. Voilà, il y a cette diversité-là. Il y a aussi des films en achat qu'on va acheter spécialement pour la plateforme ou spécialement pour les chaînes. Donc voilà, il y a cette diversité, cette entrée en matière. Moi, j'ai pas l'impression, mais bon, je suis forcément d'un parti pris, qu'on puisse parler de formatage quand on regarde l'intégralité des films qui sont faits pour France Télévisions. Après, sur certaines cases, il y a des codes d'écriture. Par exemple, en sciences, oui, il y a des codes d'écriture pour que ça fonctionne. Voilà, et on est en train et on cherche en histoire pour à la fois avoir ces grands récits, mais retrouver après ce qu'on a fait avec Histoire d'une nation, comment on raconte l'histoire, comment on fait revenir les plus jeunes qui ont une vraie appétence pour l'histoire, tout en restant avec ces grandes fresques-là. Voilà, il y a des vrais questionnements sur ça. Moi, je voudrais juste donner, parce que je peux être des fois très critique vis-à-vis des diffuseurs, mais là, moi, en tout cas, pour France Télévisions, ça fait quelques films que je fais où avant, on me demandait beaucoup plus de contextualiser. Là, on a fait un Godard par Godard, un 60 minutes, tout en images d'archives, sans voix off. Mais sans voix off, c'est-à-dire c'est lui qui se raconte tout seul à travers. Et on a eu, et à aucun moment donné, on nous a dit il faut contextualiser, il faut raconter, etc. On a eu une liberté assez dingue. Et j'ai l'impression, moi, en tout cas, c'est vrai quand Julie dit il y a plusieurs types de public, et puis c'est vrai qu'il y a France 5, il y a France 2, il y a France 3. Moi, je trouve de plus en plus enfin, il y a du formatage évidemment, mais il y a certains endroits où on est vraiment libre. Et là, pareil, le film qu'on fait là sur, on a fait un film sur l'opéra de mise en scène par Thomas Joly sur Roméo et Juliette. Il n'y a pas de voix off. C'est-à-dire que de plus en plus, on a cette liberté-là, voilà, d'y aller, et c'est très clair. Bon, Godard par Godard, je crois que vous pouvez le recommander aux jeunes filles de Galice. Ouais. Elles vont être à balle. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les 5, Marc, Julie, Muriel, Chloé et Laure. Et merci à vous.